Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour qu'on puisse s'aider, se parler, se comprendre. Bref, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est plutôt traditionnel, ou en tout cas qui fait partie de notre paysage ancestral, je vous dirais même. En tout cas, on a souvent vu ces images-là, des gravures, où les messieurs avec des capots de chat, avec une ceinture fléchée autour du corps. Donc, c'était une pièce de vêtement qu'on pourrait appeler, mais qu'on voit moins souvent aujourd'hui, sauf que l'art de la ceinture fléchée n'est pas disparu. Et heureusement, aujourd'hui, pour en parler, on reçoit Mireille Demers, une artiste, flécherande. Bonjour Mireille. Bonjour Luc. Écoute, quand j'ai vu que tu faisais de la ceinture fléchée, moi je te connais comme musicienne, puis je me suis dit, ça existe encore faire ces choses-là, parce que bon, tu sais, les métiers à tisser, etc., on sait que ça existe encore, mais de fabriquer des ceintures fléchées, ça, je pensais que c'était un art, comme on pourrait dire, disparu, tu sais. Donc, peux-tu m'en parler un peu, parce que c'est peut-être même pas du tissage, c'est peut-être une autre façon de les assembler, je sais pas. Parle-moi-en un peu. Bien, en fait, effectivement, l'art du fléché n'est pas disparu du portrait artisanal québécois. Il y a dans plusieurs régions, entre autres dans la région de la Naudière et dans les régions de Québec surtout, l'art du fléché revit de plus en plus, puis cette tradition-là se perpétue. C'est sûr qu'ici, dans le Haut-Richelieu, c'est moins présent. Ça n'a pas été un endroit fort ou un endroit où le fléché s'est développé énormément. Puis ça n'a pas été un endroit ou une région qui a apporté beaucoup à l'art du fléché, ce qui fait que c'est un petit peu plus oublié ici. Mais quand on regarde d'autres régions, c'est plus développé, puis cette tradition-là se transmet encore de plus en plus. Donc, pour ce qui est du portrait au Québec, c'est comme ça que ça se dessine un peu plus. OK. Parce que moi, je regardais ça, c'était plutôt un peu folklorique, ce genre de vêtements-là. Tu sais, les gros monsieur, là, dans les slips tirés par les chevaux avec la ceinture fléchée ou la fameuse image du patriote avec sa ceinture fléchée. Bon, ça, je pensais que c'était plutôt un article qui avait peut-être une signification aussi autre que juste pour attacher le manteau, là, tu sais. Donc, c'était mon idée. Tout à fait. Bien, en fait, c'est que cet art-là, la ceinture fléchée, si on parle de la ceinture proprement dite, elle avait son utilité au départ. Tu sais, on voit ça, fermer le manteau. Donc, tu sais, le manteau avait souvent un bouton en haut, puis après ça, on fermait alentour au niveau de la ceinture pour bien fermer le manteau. Mais peu à peu, c'est devenu un objet identitaire et assez que, il y a des voyageurs qui sont venus à fin 18e siècle, début 19e siècle, puis qui écrivaient que 5 sur 6 des Canadiens, des habitants ici du Canada, portaient une ceinture colorée autour de la taille. Donc, c'est un objet d'apparat très prisé de nos Canadiens et ça a eu une grande apogée avec les objets. C'est devenu un objet de traite aussi entre 1800 et 1850 surtout, c'était utilisé comme objet de traite pour échanger avec les Amérindiens. Puis par la suite, le déclin s'en est suivi. Et c'est sûr qu'au début du 20e siècle, il y avait peu de personnes qui la portaient, sinon des regroupements de racketteurs ou quelques associations avec des aspects folkloriques patrimoniaux. Mais avec Marius Barbeau, dans la première moitié du 20e siècle, qui est revenu à la charge pour redécouvrir cet art-là, ça fait en sorte qu'on a essayé de retrouver comment on faisait la technique, puis éviter de perdre cette culture-là de la ceinture fléchée. Puis d'autres associations ont développé leurs compétences du fléché, puis leur intérêt pour cet art-là. Et maintenant, on est sûr que c'est une culture qui va continuer
continuer de vivre. C'est un objet une technique qui poursuit son ascension, puis qui va demeurer vivante, on l'espère, pour longtemps. Oui, je comprends donc, parce que quand même, ça fait partie de notre histoire, cette pièce de vêtement-là. Ce serait dommage de perdre la façon de le fabriquer ou de le tisser. Mais en fin de compte, c'est pas du tissage. J'ai vu tresser. Ça se peut-tu? Tout à fait. Bien, effectivement, tu as raison. C'est la technique de tressage la plus complexe qu'on peut retrouver partout dans le monde. Là, c'est la technique de tressage. Donc, ce qui différencie le tissage du tressage, c'est que dans le tissage, on a vraiment on a nos fils de trame et nos fils de chaîne. OK. Donc, fait qu'on a une série de fils qui sont verticaux, puis une série de fils horizontaux. Oui. Dans le fléché, c'est un tressage parce qu'on a juste des fils à l'horizontale comme ça. À la verticale, pardon, à la verticale. Et ce sont les fils à la verticale qui vont venir s'entrecroiser à l'intérieur du travail pour faire le motif. Donc, mais l'affaire, en fait, ce qui va nous induire souvent en erreur, c'est qu'on a 2 rangées de fils. Fait que, si on met, je vais essayer de me mettre pour que ça fonctionne, qu'on comprenne. Oui. C'est qu'on a une série de fils par-dessus, une série de fils par-dessous, puis on va faire passer notre premier fil entre les 2 rangées de fils, puis après ça, on va l'entrecroiser pour enserrer le fil, puis là, le fil va revenir dans parmi les autres. Donc, je ne dirais pas avec les termes techniques, là, mais c'est ça, donc c'est ce qui... Oui, c'est ça. De là vient le tressage, effectivement, parce qu'on a juste une série de fils qui part et qui sont à la verticale. On va dire ça comme ça pour vous, là. Voilà, c'est ça. C'est bon. Mais là, je regardais, il y a les motifs. Là, peut-être que je fabule un peu, mais est-ce qu'il y a une signification avec les motifs ou c'est tout simplement selon l'inspiration du tressage qui se développe ou s'il y a des patrons qui ont plus de signification que d'autres? Bien, en fait, la ceinture à laquelle on fait souvent référence, c'est celle que porte le bonhomme carnaval. Hein, on parle de la ceinture de l'Assomption. Fait que, pour faire une petite histoire de la ceinture de l'Assomption, c'est que les compagnies du Nord-Ouest et de la baie du Thon faisaient de la traite de fourrure, donc avaient besoin d'objets pour faire du troc avec les Amérindiens. La ceinture étant très prisée, peu à peu, ils ont demandé à des artisanes de la région de la Naudière de concevoir les ceintures de l'Assomption et pour qu'il y ait une uniformisation, les compagnies ont demandé qu'il y ait une standardisation du modèle. Donc, ce modèle-là, au cœur rouge, après ça avec des couleurs bien définies qui vont de part et d'autre de la ceinture, ça fait partie de la standardisation qui avait été demandée par la compagnie, je ne sais plus si c'est celle du Nord-Ouest ou de la baie du Thon, il me semble que c'est la baie du Thon. Là. Donc, cette standardisation-là fait en sorte qu'on a retrouvé le même article recréé plusieurs fois et qui a été associé à la région de la Naudière, qui a été nommée la ceinture de l'Assomption parce que les dames provenaient de la région de l'Assomption. Donc, ce modèle-là, c'est typiquement de l'Assomption. Mais on a aussi le modèle qui s'appelle le modèle du docteur Chénier, donc qui a été porté avec les Patriotes là, vers 1837. Donc, celle du docteur Chénier, elle a aussi sa caractéristique type, une série de V de part et d'autre, comme ça et comme ça, puis avec des perles à l'intérieur. Donc, ça, c'est un autre modèle caractéristique. Et quand on fait l'apprentissage du fléché, bien, il y a plein de modèles, du plus simple au plus complexe, qui vont venir complexifier la tâche. Donc, quand on en fait l'apprentissage, bien, on commence avec 2 couleurs, puis on fait juste les fils dessus, fils dessous, fait que ça donne un modèle type, puis après ça, bien, on va complexifier la chose avec des croisements, puis il va y avoir d'autres motifs. C'est sûr qu'on peut encore créer des motifs, même ma grand-mère
Elle a Oh. créé son propre patron. OK. Donc, elle était vraiment fière d'avoir créé ce patron-là. Puis, c'est un patron unique. Fait que quand on porte son patron à elle, ben, on sait que c'est juste elle qui l'a fait. Ah, ben c'est bon, ça. Ça identifie finalement soit la personne ou les familles ou. Ah, Tout à c'est bon, fait. c'est intéressant. Mais à quelle place que tu apprends ces choses-là? Parce que c'est un. Je savais même pas que c'est. Ben, je savais pas. C'est sûr, je sais pas, là, mais en fait, y a-t-il une place qu'on peut apprendre ce genre de tressage-là? Pour pas dire tissage, là? Bien, je vous dirais que dans certains cercles de fermières, il y a des dames qui ont déjà des compétences, puis qui OK. peuvent se les transmettre d'une dame à l'autre. Pour ma part, moi, je l'ai apprise de ma grand-mère. Donc, dans mon patrimoine familial, elle m'a transmise ses connaissances. D'ailleurs, le fléché est rendu... elle fait partie du registre du patrimoine immatériel du Québec depuis 2016. Ah, Donc, OK. Donc, c'est un patrimoine de connaissances, en fin de compte. oui, tout à fait. Donc, Ah. c'est le patrimoine immatériel. Tout à OK. fait. S'il y en a qui sont vraiment intéressés dans la région de la Naudière, c'est encore quand même assez présent. Donc, à Joliette, je sais qu'il y avait des dames qui le montraient, dans la région de l'Assomption aussi. Et puis, je pense, à Québec, il y a une maison des arts traditionnels qui montre encore la technique. Ah, oui. OK. La ceinture que tu portais sur la photo dans le journal, si je peux la montrer. Oui, oui. C'est-tu ton. Voyons. En tout cas, Ouais, je sais pas le tour de la montrer comme faut, mais il y a un oui. motif. Il y a un motif, là. Il y a un motif. Oui. C'est-tu ton motif de famille, ça? Ben non, en fait, non, c'est le motif de l'Assomption, mais fait avec du fil plus gros. Donc, dépendamment de la fibre qu'on va utiliser, le motif va être le même. Mais en fait, c'est pas le motif de l'Assomption, mais c'est plusieurs flèches. Il y a des flèches comme ça, des flèches comme ça. Donc, c'est pas propre à ma famille, mais c'est celui que ma grand-mère faisait beaucoup. C'est celui qu'elle aimait bien faire. OK. Mais dépendamment du fil qu'on va utiliser, de la fibre textile, dépendamment de la grosseur, dépendamment de comment que le fil est tordu, ça va donner vraiment une différence dans l'aspect de l'œuvre qu'on va porter. OK. Fait qu'un fil plus gros va donner un aspect plus grossier, puis une fibre très retordue va donner un travail très serré, très fin. OK. Donc, cet aspect-là aussi est à tenir en compte. On peut voir la technique de l'artisan, finalement, une fois qu'elle est complétée. On peut Oui. deviner, là. On peut voir. Oui, puis d'ailleurs, je vous dis, en tout cas, je te dirais que il y en a qui font des analyses de pièces, parce que des fois, on se demande, est-ce que c'est une pièce qui serait d'origine plus amérindienne ou une pièce qui aurait plus ses origines françaises ou canadiennes. Puis, ils vont regarder la fibre qui est utilisée. Si elle a été retordue et qu'elle est très fine, les probabilités sont très élevées que ce soit nos canadiennes. Mais quand les fibres sont moins tordues, puis le jeu est un petit peu plus large, bien, on va l'associer aux cultures amérindiennes et dépendamment du motif aussi. Fait que les motifs qui sont associés davantage au tissage, au tressage amérindien, puis il y a des motifs qui sont associés au tressage de nos Canadiennes. Ah, ben, les Amérindiens en avaient des ceintures fléchées ou c'était tout simplement nous autres? Ben, en fait, c'est là que c'est difficile à retracer. Donc, on sait que les Amérindiens connaissaient le tressage. On sait que nos Canadiennes connaissaient également le tressage, mais on ne sait pas qui a apporté quoi à quelle culture. Le métissage, est-ce qu'il y en a eu un? Est-ce que c'est parce que nos Canadiennes le faisaient, puis que c'est un objet qui était très prisé des Amérindiens, puis eux autres ont comme copié? Ou est-ce qu'il y a eu des échanges culturels qui ont fait en sorte qu'un a appris de l'autre quelque chose?
là, il n'y a aucune documentation qui nous permet de savoir. Fait qu'il y a des personnes, des fois, qui disent « Ah, nous autres, on est sûrs que c'est des Amérindiens. » Il y en a d'autres qui vont dire « Ben non, ça se peut pas. » C'est sûr que la laine, il y avait pas de la laine de mouton ici avant l'arrivée des Européens. C'est vraiment complexe de savoir, mais on sait qu'il y a certains motifs qui étaient qui étaient davantage faits par les Amérindiens, les V, les W, entre autres, le chevron, double chevron, ça c'était plus amérindien. Puis les motifs plus complexes, c'était nos Canadiennes, mais vraiment, l'œuf, la poule, il n'y a rien qui documente. Puis l'art textile, c'est volatile, ça reste pas, ça perdure pas nécessairement dans le temps non plus. Puis tu l'utilises, fait qu'à un moment donné, c'est désuet, puis c'est fini, puis ça disparaît. Ça disparaît, c'est oui. Ça qui est dommage. Ouais. Oui. Ah, ben. Puis là, les jeunes, les plus jeunes, est-ce qu'ils s'intéressent à cet art-là ou pas encore? Ben, en tout cas, si je me fie à mes enfants, il n'y a aucun intérêt. Ben, en fait, je sais pas si c'est aucun intérêt ou s'ils classifient ça de vieilles affaires de ma tante, là. Tu sais, des vieilles histoires auxquelles ça les rejoint moins. Tu sais, je peux pas parler pour l'ensemble des jeunes. Tu sais, moi, je l'ai quand même appris, j'avais une vingtaine d'années. Donc, j'étais relativement jeune. Puis quand j'allais voir des expositions, puis que je voyais des flèches rondes, les madames me regardaient en disant ah, « tu sais, fléché », puis tu sais, j'étais même pas crédible parce que j'étais trop jeune, tu sais. Donc, c'est sûr que il y a des personnes qui sont intéressées, mais je pense que ça vient souvent avec l'âge ou avec les connaissances ou avec le bagage culturel. Je pense que, tu sais, on a un coup de cœur pour la technique parce que, tu sais, c'est un long apprentissage apprendre la technique. Puis il faut la maîtriser aussi. Puis cette maîtrise-là, elle est pas si évidente que ça là, à apprendre, tu sais. Moi, je me souviens de ma grand-mère, elle me disait, en tout cas, quand j'avais une vingtaine d'années, elle me disait, ça te tente-tu de l'apprendre? Elle voyait que j'avais un intérêt, puis elle voulait transmettre son savoir, mais au cours de ces 20-30 années à tresser, elle n'a jamais trouvé quelqu'un qui avait la capacité ni l'intérêt pour le faire. Puis, parce que ça demande beaucoup en fait, je sais pas, on dirait que ça se passe dans les doigts. Tu l'as ou tu l'as pas. Ah. C'est ça. C'est complexe à apprendre. Fait que t'es passionné ou si t'as pas cette passion-là, cette flamme-là, c'est difficile à apprendre aussi, ouais. OK, c'est difficile. Fait que c'est pas quelque chose qui se transmet facilement, finalement, parce que quand même, quand tu regardes la ceinture fléchée, là, c'est vrai que quand tu regardes le dessin et la façon que c'est construit, c'est assez compliqué, c'est assez complexe. C'est sûr que c'est un art qui ne doit pas être si simple que ça à transmettre. Puis, c'est sûr, j'imagine, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ce genre d'art, là, si on veut. Ah. Oui. Mais quand même, ça se poursuit pareil. Là. Regarde, t'es là, puis tu en fais. Oui, ben, tout à fait. Puis, tu sais, je peux quand même dire, dans ma famille, il y a une personne qui m'a abordée en fin de semaine. En fait, j'ai vraiment fait mon coming out, là. Mes cousins et cousines ne savaient pas que je fléchais. La plupart de mes oncles et tantes ne savaient pas non plus que je fléchais, que ma grand-mère m'avait légué cette passion-là puis ces connaissances-là. Donc, quand j'ai fait l'exposition dans la Verrière au domaine Trinity, ça a surpris autant ma famille que bien des gens dans mon entourage. Assez que j'ai une de mes cousines qui est venue me voir puis elle m'a dit « Hey, ça te tente-tu de me le montrer? J'aimerais ça l'apprendre. » Puis ma fille aimerait ça l'apprendre. Tu sais, il y a des gens qui sont intéressés, mais il faut leur expliquer que ça va être... c'est plaisant, mais c'est comme le tricot, c'est comme n'importe quel autre art. Il faut mettre du temps puis de l'énergie pour bien le développer. Oui, absolument, absolument. C'est vrai que c'est surprenant, parce que quand j'ai vu l'article dans le journal, j'ai dit « Ah, Mireille fait ça, comment ça se fait? » Moi, je te connais comme musicienne, tu sais, puis... Tu sais, bon, pas parce que j'associe pas la musique à ce genre d'art-là, mais c'est pas courant. C'est pas quelque chose... Quelqu'un qui tricote, il y en a beaucoup qui tricotent. Sauf que
faire de la ceinture fléchée, c'est plutôt rare. C'est même pas mal rare. Tout à fait. Oui, puis dépendamment de ce qu'on veut faire avec cette technique-là aussi, on peut l'appliquer avec des fibres contemporaines qu'on trouve, mais la personne qui est vraiment intéressée à savoir comment se conçoit la ceinture traditionnelle de l'Assomption, ça veut dire avec les brins de laine vierge, donc de la laine pure, avec les couleurs végétales, donc de la teinture végétale et ou minérale. Ça, c'est complexe aussi. Donc, c'est d'apprendre à faire à teindre avec la teinture naturelle. Après ça, il faut le retordre. Fait qu'il faut apprendre comment fonctionne un rouet pour bien avoir un fil très, 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 très serré. S'il y en a qui veulent se tenter avec l'encirage du fil, ben ça, c'est une autre technique aussi. Puis après ça, c'est de partir avec la technique. Puis si on veut faire la ceinture traditionnelle qui peut être large, selon les standardisations de 10 pouces à peu près, puis ça peut aller jusqu'à 12, mais la plupart, c'est à peu près 10 pouces. Okay. Bien, tout cette tressage-là, ce tressage-là, il est vraiment complexe à faire. Fait que, se mettre dans l'idée qu'on va aller faire une ceinture traditionnelle, qu'on va mettre au moins 400 heures sur cet objet-là. Ouais. Faut s'armer de patience et de passion. Ou trouver de la sous-traitance. Oui, c'est ça. Comme il faisait avec la compagnie du Nord-Ouest. C'était comme ça que fonctionnait. C'est ça, aujourd'hui, on enverrait peut-être ça en Chine, ça sent en tout cas. Oui. J'espère que non. Vous allez rire, mais comme l'article était vraiment prisé au milieu du 19e siècle, ben ils ont fait faire des ceintures en série tissées à Coventry en Angleterre. Ah. Donc, ça a été le produit revenait à peu près 10 fois moins cher que ce que nos Canadiennes faisaient. Fait que, je sais pas si vous avez déjà vu ça, des imitations de ceintures fléchées. Des fois, on voit ça, on dirait que c'est une ceinture puis elle est picotée ou elle n'est pas nette dans ses flèches. Puis là, on se dit, c'est une ceinture fléchée, mais il y a quand même un petit son de cloche à l'intérieur qui fait, il me semble, il y a quelque chose de pas correct. Bien, souvent, c'est des ceintures qui vont être tissées, mais aucun métier à tisser, peu importe le nombre de cadres, n'a jamais réussi à imiter la ceinture fléchée traditionnelle de l'Assomption. Aucune. C'est ça, oui, effectivement. Fait que c'est pour ça que le fléché, ça reste fait à la main, simplement. Tout à fait, effectivement. Voilà. Écoute, ça semble être un sujet inattendu pour moi là, de parler de ceinture fléchée, mais je pensais pas que c'était aussi vaste. Cette technique-là, puis toutes les étapes à suivre pour en faire une authentique, là, si on veut. Mais comme de raison, on ne peut pas couvrir tout le sujet dans sa profondeur au complet. Mais est-ce qu'il y a des choses à rajouter maintenant avec tout ce qu'on vient de jaser là, à propos de ça? Bien, je pense que s'il y a des personnes qui sont intéressées à en apprendre plus sur le sujet, c'est sûr que il y a des livres intéressants qui existent. Je peux vous en présenter juste quelques-uns. S'il y en a qui sont intéressés par l'ethnographie, ben il y a le livre de M. Barbeau, Marie. Fait que si vous retrouvez cette petite perle-là, c'est intéressant. Il a fait une recherche ethnologique sur la ceinture du fléché. Dans les livres intéressants aussi, s'il y en a qui s'intéressent à la ceinture de l'Assomption, ben il y a ce livre-là qui avait été fait par l'Association des fléchins de l'Assomption. Donc, c'est un superbe livre aussi pour en apprendre. Puis, ces petites perles-là, ça, c'est on reconnaît les couleurs un peu plus 70-80, là, mais ce livre-là, c'est quand même une petite bible sur les techniques puis tous les motifs qu'on peut faire. Okay. Puis en dernier, parce que, oui, avec l'expansion comme ça du fléché un petit peu partout en Amérique du Nord, ben on a retrouvé des traces aussi dans les prairies. Puis une dame qui a fait ce livre-là, le fléché des Carol James. Oui, c'est vraiment bien parce que c'est tout en couleur. Puis ça montre les techniques, autant les bonnes façons de le faire que les erreurs courantes. Puis ça, c'est le seul livre que j'ai rencontré là, qui démontrait de façon claire ce type en tout cas sur le fléché, sur les erreurs à éviter. Okay. Donc, s'il y en a qui veulent se lancer, ils peuvent se lancer comme ça. Sinon, ben
les associations, puis Ou ben de non, ceinture fléchée. Ou ben non, il te parle par Facebook, un des deux. Oui, oui, tout à fait. S'il y en a qui veulent me contacter, j'aime bien placoter, puis j'aime bien discuter avec les gens de toute façon. Hey, merci à Mireille, ça a été une belle révélation pour moi. Là. La ceinture fléchée est moins folklorique que je pensais finalement. Ça serait le fun de pouvoir, je sais pas, à l'ère moderne, se créer un fléchis qu'on pourrait porter aujourd'hui. Je sais pas de quelle façon, mais il y a peut-être moyen d'intégrer ça à notre culture moderne finalement. Donc, écoute, je te remercie pour l'entrevue, ça a été fascinant. J'espère qu'on va pouvoir revoir tes œuvres en quelque part à un moment donné. Bien, ça a été un plaisir pour moi, Luc. Puis, ça peut être mes œuvres, celles de ma grand-mère aussi, j'aime bien. Ma grand-mère qui en a fait plus de 100 pièces, donc des ceintures, des chapeaux, des sacs, des abat-jours. Ça, c'était la mode, là. Donc, on peut faire de tout. Il y en a qui ont fait des couvertures avec la technique. Vraiment, là, c'est intense comme moyen de s'exprimer, là, le fléché, puis avec les couleurs, avec les textures qui nous sont aujourd'hui disponibles un peu partout. Là, c'est vraiment plaisant d'appliquer le fléché un petit peu au monde contemporain. Puis, tu sais, je me suis même fait une courroie de guitare en fléché. Je suis assez contente. Ah oui! Ah, je te Oui? comprends. Je te comprends. Merci beaucoup, Mireille. Merci beaucoup. Au plaisir, Monsieur Luc. Salut. Bye bye. En terminant, j'aimerais ça, merci d'abord de nous avoir écoutés. J'aimerais ça vous inviter à, si vous avez aimé l'entrevue, de donner des petits coups de pouce comme ça, là, ou même, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Studio Saint-Jean. On a plusieurs vidéos, évidemment, déjà d'enregistrer. Peut-être qu'il y a un sujet qui vous allez trouver qui va vous intéresser là-dedans. Si parfois vous avez des sujets qui vous intéressent, ou une histoire contée, un service, des idées, des nouveautés, écoutez, on est ouvert à vous rencontrer et ça va nous faire plaisir de vous inviter pour en jaser sur Studio Saint-Jean. Donc, en attendant, merci et à la prochaine.